Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Biologos, chaîne qui sera consacrée à la vulgarisation en biologie. Alors pour démarrer cette chaîne, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire une série de petites vidéos consacrées à la cellule, le but final étant de comprendre de quoi est composée une cellule et comment elle fonctionne. Et dans ce premier épisode, on va parler de la membrane cellulaire, également appelée membrane plasmique, c'est-à-dire cette membrane qui délimite la cellule de son environnement. Alors pour comprendre de quoi est constituée une membrane, il va falloir faire un petit peu de chimie, bon, un tout petit peu je vous rassure. Alors pour ça, on va introduire le concept d'électronégativité. L'électronégativité, c'est simplement la capacité d'un atome à attirer vers lui les électrons de ses atomes voisins. En bref, plus un atome est électronégatif, plus il va avoir tendance à attirer les électrons de ses atomes voisins. Si on prend ce tableau de la classification périodique des éléments, on voit qu'on a en haut à droite et en rouge les éléments les plus électronégatifs, et en bas à gauche les éléments les moins électronégatifs. Alors pour mieux expliquer ça, on va prendre un cas concret et simple, une molécule d'eau. Une molécule d'eau, elle est composée d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène. Et si on reprend notre tableau précédent, on voit bien que l'oxygène est beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène. Et comme conséquence, l'atome d'oxygène va avoir tendance à attirer l'électron de l'hydrogène vers lui et être un peu négatif, tandis que les deux atomes d'hydrogène seront légèrement positifs. À ce moment-là, on dit que la molécule est polaire, parce qu'elle ressemble un petit peu à une sorte de mini-aimant. Et s'il existe des molécules dites polaires, on a aussi d'un autre côté des molécules qui sont apolaires. C'est par exemple le cas des graisses. Ce sont de très longues chaînes de carbone, et vu qu'un carbone face à un autre carbone, ils ont la même électronégativité, ils ne vont pas avoir tendance à se chamailler les électrons au sein de la molécule. Ce qui fait qu'au final, la molécule n'aura pas de côté positif ou négatif, et elle sera donc apolaire. Et ceci a une première conséquence, c'est que les choses polaires et apolaires, en général, ont tendance à ne pas se mélanger. Je dis bien en général parce qu'il existe quand même quelques exceptions. Si par exemple vous cherchez à mélanger de l'eau et de l'huile, c'est peine perdue parce que vous aurez beau touiller comme des malades, jamais ils vont vouloir se mélanger, ils vont se reséparer naturellement. Et c'est donc pour ça qu'on parle de molécules hydrophiles, des molécules qui aiment l'eau, et de molécules hydrophobes, qui n'aiment pas l'eau. Et au milieu de tout ça, on a des molécules dites amphiphiles, parce qu'elles ont un côté hydrophobe et un côté hydrophile. Et du coup, ces molécules vont avoir un comportement particulier en fonction du milieu dans lequel on les plonge. Si vous prenez par exemple une molécule amphiphile et que vous la plongez dans de l'eau, vous allez avoir le côté hydrophile qui va rester dans l'eau, ici représenté par un rond blanc, et le côté hydrophobe qui est resté hors de l'eau, ici représenté par des bras jaunes. Et si vous continuez à mettre ces molécules dans de l'eau, au bout d'un moment, il n'y aura plus de place à la surface, et certaines vont rester dans l'eau. Et à ce moment-là, elles vont commencer à former des structures intéressantes. La première structure qui va se former, ce sont des micelles, c'est-à-dire une structure sphérique dans laquelle les parties hydrophobes vont être en contact entre elles, et les parties hydrophiles en contact avec l'eau. Bon, ça a l'air un peu bidon dit comme ça, mais en réalité ça a des applications dans la vie de tous les jours. Par exemple, le savon, le liquide vaisselle et en général les produits ménagers contiennent des molécules amphiphiles qui permettent de former des micelles et de piéger la graisse à l'intérieur de la micelle. Une autre structure qui va pouvoir se former, ce sont les liposomes. Dans cette structure, les molécules amphiphiles vont former une double couche en mettant en contact entre elles leur partie hydrophobe et en laissant leur partie hydrophile, encore une fois, au contact de l'eau. Et c'est là qu'on peut en revenir enfin à la biologie, parce qu'il se trouve que la membrane plasmique est constituée de phospholipides, et ces phospholipides sont des molécules amphiphiles. Alors un phospholipide, c'est à peu près cette tronche, c'est-à-dire que d'un côté on a un groupement phosphate avec 3 oxygènes, ce qui le rend très hydrophile, et de l'autre côté, deux longues chaînes de carbone très hydrophobes, le tout relié par une molécule de glycérol. Et pour se simplifier la vie, en général, on les représente comme ça, avec d'un côté la tête hydrophile, et de l'autre les deux queues hydrophobes. Et comme dans le cas des liposomes, les phospholipides vont pouvoir s'organiser en double couche, avec au milieu les parties hydrophobes et à l'extérieur les parties hydrophiles, et former ainsi la membrane plasmique. Et donc au final, une membrane plasmique, ça va être ça, une sorte de gros liposome composé de phospholipides. Bon, après, la membrane plasmique, c'est pas un truc totalement hermétique. Au milieu, on va avoir plein de protéines qui vont permettre de communiquer avec l'extérieur et le reste de l'organisme, ce qui est d'ailleurs absolument essentiel à son fonctionnement. Après, vous allez me dire, c'est bien beau de ces schémas avec des belles formes bien sphériques, mais dans la réalité, toutes les cellules ne sont pas rondes. Et vous avez raison, parce que ce qui donne sa forme à la cellule, c'est tout un réseau de filaments de protéines qui tapissent la surface interne de la membrane plasmique, qui vont permettre de lui donner sa forme. Et à ceci s'ajoutent les microtubules, qui sont des tubes de protéines qui traversent la cellule de part en part et qui participent à lui donner sa forme. Et alors tout ce réseau de filaments de protéines qui tapissent la surface interne de la cellule et les microtubules, c'est ce qui lui permet de changer de forme et d'avoir une forme propre, et on appelle ça le cytosquelette, littéralement le squelette de la cellule. Et ce cytosquelette, il peut bouger en permanence et prendre à peu près n'importe quelle forme, et c'est ce qui fait qu'on retrouve une grande variété de formes chez les cellules. Un exemple typique, c'est celui des neurones, avec leur forme tentaculaire. D'ailleurs, dans un corps humain,
les cellules les plus longues sont des neurones. Si vous prenez par exemple le nerf sciatique, son corps cellulaire est situé à la base de la moelle épinière, c'est-à-dire quelque part par là, et ses prolongations vont jusque dans les orteils. Chez un adulte, ça fait quand même plus d'1 mètre. Dans un autre registre, on pourrait également citer les myocytes, les cellules musculaires. Les myocytes ont une forme cylindrique et leur longueur peut atteindre la taille du muscle. Et dans le cas du quadriceps, c'est-à-dire le gros muscle de la cuisse, ça fait quand même plusieurs dizaines de centimètres. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée aux protéines. Ciao!